Aujourd'hui, il est possible que tu te trouves dans la situation où tu te sens pas respecté dans ton travail, tu te sens pas respecté au boulot par tes collègues, par ton boss, par les gens qui travaillent avec toi. Comment faire pour te faire mieux respecter au travail et pour avoir la sensation que quand tu parles, les autres t'écoutent, quand tu parles, tu n'es pas pris pour un manque rien. Et comment faire pour du coup te sentir mieux et être plus épanoui au quotidien, parce que le travail, pour la majeure partie des gens, pour la majorité des Français, pour la majorité des gens sur cette terre, le travail, ça représente quand même entre 8 et 10 heures par jour. 8 et 10 heures par jour, c'est plus que le temps que tu vas pouvoir passer chez toi pour faire tes propres activités. Donc c'est pour ça que c'est important de bien se sentir au travail. On peut avoir un travail qui ne nous plaît pas forcément, on peut ne pas être en train de faire le travail de nos rêves, on peut être en train de faire un travail que peut-être on trouve inutile pour la société. Ça, c'est encore autre chose. Savoir changer de travail, trouver le bon travail, ça peut demander du temps. Ça peut demander aussi de l'investissement qu'on ne peut pas donner parce que peut-être qu'on a une famille et que ça serait beaucoup trop compliqué à l'heure actuelle de démissionner ou de demander une rupture conventionnelle pour trouver ailleurs. Peut-être qu'il va falloir déménager, peut-être que notre famille ne nous le permet pas. Donc, on ne va pas partir sur le postulat que c'est facile de changer de travail. Ça peut l'être, mais on va pas partir de ce postulat-là. On va partir du postulat qu'on peut par contre se sentir bien dans son travail et on peut améliorer ses conditions de travail et ses relations avec ses supérieurs, ses collègues, etc. Et se faire plus respecter pour se sentir bien. Parce que imagine, tu te lèves le matin, admettons tu commences à 8h le matin, donc tu vas te lever on va dire à 6h30 ou 7h. Donc tu vas avoir 1 heure et demie pour toi le matin. Puis tu pars au travail, on fait comme si tu prenais pas de pause et que tu avais 1 heure le midi, donc 1 heure le midi. Admettons que tu ne manges pas avec tes collègues, que le temps il est pour toi. Soit tu rentres chez toi, soit tu peux manger sur un banc, tu peux regarder des vidéos, tu peux te former, tu peux lire, peu importe, tu peux aller marcher. On va dire que ce temps il est pour toi. Ce qui est probablement pas le cas, mais je sais qu'en France il y a beaucoup de gens qui sont dans des entreprises qui ont 1 heure et demie le midi, ce qui leur permet, notamment ma meilleure amie, c'est ce qui lui arrive, ça lui permet d'aller faire du sport le midi et je trouve ça vraiment génial. Vraiment je trouve ça top. Nous en Belgique on a une demi-heure le midi, donc souvent ça décale un petit peu, on va prendre 40-45 minutes, mais on n'a pas suffisamment de temps pour aller faire autre chose que manger ou faire un tour mais très rapide et après il faut retourner au bureau. Donc soit on mange au bureau, soit on mange pas, donc il y a deux choses différentes. Alors oui, on finit plus tard, mais on bosse un peu plus aussi parce qu'en France, le régime c'est 35 heures et en Belgique c'est 40 heures. Je vous dis pas ça pour me plaindre, je vous dis ça uniquement aussi parce que c'est important de savoir ce qui se fait ailleurs et c'est aussi important de savoir que des fois, on se plaint alors qu'en fait, nos conditions, finalement, quand on les relativise par rapport aux autres, elles sont pas si terribles que ça. Alors, comment est-ce que tu vas pouvoir faire pour améliorer tes conditions au travail? Tout simplement, il faut partir du postulat que c'est pas la faute des autres. Ton chef c'est un con, oui, tous les chefs sont des cons. Ok, je pense que c'est le rôle du chef d'être un con. Moi je disais ça avec mes premiers collègues à mon premier boulot, on disait ça pour blaguer, mais on se disait que le chef est une personne qui est là normalement pour nous fédérer, mais c'est aussi la personne sur laquelle toute l'équipe va se fédérer autour en critiquant le chef, en râlant sur le chef. Alors ça se fait pas dans toutes les boîtes, mais c'est quelque chose qui se fait, je pense, dans 90% des boîtes. C'est-à-dire que le chef, ça va pas être ton copain, ça va pas être ton pote. Le chef, ça va être ton supérieur hiérarchique. Donc c'est logique d'avoir une espèce de tension avec le supérieur hiérarchique, ou en tout cas de ne pas être d'accord toujours avec ce qu'il fait, parce que le but, encore une fois, c'est pas de faire copain-copain. Le but, c'est d'être dans un environnement de travail où il y a quelqu'un qui prend des décisions, qui délègue ce qu'il y a à déléguer pour travailler, pour que tout le monde puisse avancer dans la même direction, donc la direction de l'entreprise, pour que le travail soit fait au final. Ça peut être, si tu es boulanger, ça peut être pour que le pain soit bien fait et qu'il y ait suffisamment de baguettes pour servir les clients. Ça peut être, si tu es infirmière, pour que le travail soit bien organisé, pour que tous les patients aient pu être visités. Ou très bien, ça peut être si tu es ingénieur, que voilà, on a un projet et il faut que telle personne travaille là-dessus, telle personne travaille là-dessus, telle personne travaille sur cette partie de la machine pour qu'à la fin, la machine elle soit sortie dans les temps, qu'on ait fabriqué les pièces, etc. Donc le chef, normalement, lui, il est là pour avoir cette vision globale et déléguer les tâches et manager. Mais bien souvent, je remarque que les chefs ont une très mauvaise approche du management parce que soit ils ne sont pas formés, soit ils sont arrivés chefs à un moment donné et donc changer ses habitudes, peut-être qu'avant ils faisaient partie de l'équipe, donc prendre un rôle plus important par rapport à ceux qui sont restés un peu en dessous, on va dire, c'est pas toujours évident. Ou alors tout simplement, ils ont une trop grosse empathie, ou à l'inverse, ils n'en ont pas du tout, ou à l'inverse, ils ne savent pas imposer les choses. En tant que chef, je pense qu'on est tous humains, et ça c'est la première chose à prendre conscience, toi, si tu es salarié. Après, tu peux très bien être chef et te sentir mal. Mais là, c'est vrai que je pars du principe, surtout si tu es salarié, mais écoute quand même la vidéo, je suis sûr que ça peut t'intéresser même si tu es chef et que tu te sens pas bien, parce que peut-être que
Tu voudrais être avec ton équipe, mais tu te sens détaché de ton équipe. Il faut partir du principe que ce que vit l'autre, tu ne peux pas savoir exactement ce que vit l'autre. Tu peux pas juger en fait l'autre parce que il y a une histoire que j'aime beaucoup. C'est un homme qui rentre dans le métro, il s'assoit, il prend son petit siège, il s'assoit. À l'arrêt suivant, il y a un papa qui rentre avec ses 3 enfants. Le papa s'assoit à côté de lui et les enfants, ils ne s'assoient pas, ils restent debout. Et ils commencent à faire le bordel. Ils courent partout, ils chahutent, ils embêtent les gens qui sont assis, ils leur tirent le journal, ils crient. Peut-être qu'ils les tapent, ils les poussent. Donc ils les dérangent énormément. Donc le premier homme qui est monté, il commence à se dire « Purée, mais c'est incroyable, ce père qui est juste là, il ne sait pas tenir ses enfants. On devrait lui interdire de faire des enfants. Mais qu'il bouge un petit peu, quoi. Qu'il aille leur dire, qu'il... » et ça l'énerve, il y a la tension qui monte, la tension interne qui monte. Donc à un moment, que fait cette personne-là? Tout simplement, elle se tourne vers la personne qui est à sa droite et elle lui dit, de la manière la plus gentille possible, mais tout de même en insistant un petit peu, « Dis donc, je trouve que vos enfants sont quand même un peu turbulents, ça serait peut-être bien d'aller les calmer un petit peu parce que là, j'ai l'impression qu'ils dérangent tout le monde dans le métro, moi y compris. Ça serait bien que vous fassiez votre rôle de père. » Et alors le père attend un petit peu, puis il ne sait pas trop quoi répondre. En fait, on voit à sa tête qu'il est complètement détruit et il trouve la force de répondre à cette personne-là qui est dérangée par ses enfants, il est gêné. Il lui dit « Je sais, je suis vraiment désolé. On sort de l'hôpital et ils viennent d'apprendre la mort de leur mère. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment les gérer maintenant. » Et je trouve que cette histoire, elle est forte. Moi, elle m'en donne les frissons quand je la raconte. Cette histoire, je la trouve super forte parce que ça prouve que c'est pas en regardant une personne 30 secondes qu'on sait ce qu'elle est en train de vivre à l'intérieur, qu'on connaît son histoire de vie. Alors oui, on peut voir l'extérieur. Effectivement, ce père, c'est factuel, ne sait pas très bien gérer ses enfants. En tout cas, à cet instant T, parce que les enfants sont turbulents. Votre chef, c'est peut-être pareil. Peut-être qu'à cet instant T, il ne s'est pas imposé. Peut-être qu'à cet instant T, il se sent mal. Peut-être que vous avez des collègues avec qui ça ne se passe pas bien et que les collègues que vous avez prennent très mal les choses. Vous leur dites une petite réflexion qui n'est pas une réflexion, qui est juste « Ah, ce boulot-là, est-ce que tu peux me le refaire parce que c'était pas bien fait ?» ou « Ça aurait pu être mieux fait si vous tournez ça positivement. » Et ils vont mal le prendre. « Oui, mais machin. » Et en fait, peut-être que vous allez vous rendre compte en discutant avec eux que ça se trouve, ils étaient maltraités quand ils étaient enfants. Ça se trouve, ils étaient le bouc émissaire de l'école. Donc maintenant, la moindre remarque, parce que s'ils n'ont pas fait un travail sur eux suffisamment puissant et grand pour dépasser ça, dépasser ce qu'ils étaient avant, mais peut-être que sur le coup, voilà, vous allez peut-être pouvoir vous rendre compte que, ok, cette personne prend très mal les choses pour cette raison. Ça n'excuse pas qu'elle prend mal les choses, mais ça permet de comprendre. Ça permet de comprendre dans la globalité pourquoi la personne prend mal les choses. Et donc une fois que vous avez compris ça, vous allez pouvoir prendre du recul. Donc partez toujours du principe que comment est votre chef, comment sont vos collègues, c'est pas forcément contre vous. En plus, si vous êtes là dans la boîte depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et que vos collègues sont là depuis plus longtemps que vous, ou moins, donc ça peut se passer aussi bien avec des jeunes qu'avec des anciens, vous allez avoir du mal à changer les gens. De toute façon, cette phrase-là, elle n'est pas correcte. On ne peut pas changer quelqu'un, on ne peut pas changer une personne, c'est à la personne de changer. On peut juste nous-mêmes nous changer ou nous-mêmes adopter une posture différente. J'ai bien fait le geste de la posture, une posture différente, une communication différente parce que communication, ça vient de communier, c'est ensemble, en fait, ensemble, on partage quelque chose, donc c'est parler ensemble, en fait, et il faut se rejoindre à un endroit. Et la communication, à la base, c'est ça, c'est réussir à parler pour se comprendre et se rejoindre à un endroit. Donc si, quand vous parlez avec vos collègues, vous vous rejoignez jamais, c'est qu'il y a peut-être une très mauvaise communication. Alors il y a plein de types de communication, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, ça fera l'objet d'une formation, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je me suis beaucoup formé sur la communication, et j'ai réussi à résoudre beaucoup de problèmes dans les travaux, enfin dans les différents travaux que j'ai pu faire grâce aux différents types de communication que j'ai pu mettre en place. C'est très important de savoir communiquer. Mais il y a quand même un conseil que je peux vous donner. Donc, le premier, je vous l'ai donné, c'est de ne pas présumer de ce qui se passe dans la tête de l'autre. Ça fait partie d'ailleurs des 4 accords Toltec. Ne pas penser à la place de l'autre. Le deuxième accord Toltec qui s'applique très bien ici, c'est ne rien prendre personnellement. Si quelqu'un vous attaque, en fait, il ne vous attaque pas vous. Il attaque ce qu'il voit de vous. Et ce qu'il voit de vous, il le voit à travers ses yeux. Il le voit en fait à travers un prisme. C'est comme s'il avait des lunettes de réalité. Je pense qu'on vous a déjà fait l'image, mais c'est vraiment vrai. Posez-vous la question pour vous-même si vous ne le croyez pas. Il voit à travers des lunettes de réalité, c'est ses lunettes à lui. Et à travers ça,
Ça lui donne une certaine image de la réalité. Et ces vers-là sont conditionnés par rapport à son ressenti, par rapport à son vécu, par rapport à son passé. Et c'est peut-être que ces personnes-là font partie de 80% de la population qui n'a jamais ouvert un livre, ou qui ne médite pas, ou qui lit que des romans et très peu de romans, de livres de non-fiction. Alors, ces deux accords Toltec, théoriquement, vont déjà pouvoir vous aider. Premièrement, ne prenez rien personnellement. Les gens ne sont pas là pour vous attaquer. S'ils vous attaquent, c'est qu'ils ont un problème avec eux-mêmes, souvent. Et s'ils vous disent des choses négatives, c'est qu'ils ne savent pas le dire. Essayez vraiment de vous détacher de ça. Ça peut être très dur, je sais, surtout si vous êtes dans la boîte depuis longtemps, surtout si pour vous c'est un métier qui vous tient à cœur, surtout si vous avez vraiment l'impression d'être gentil avec les gens et qu'on vous crache à la figure. Je sais que ça peut être dur, je l'ai vécu, j'ai des gens autour de moi qui l'ont vécu. Je sais que c'est dur. Ensuite, la deuxième chose, après, ne prenez rien personnellement, ne présumez rien des gens. Vous ne savez pas ce que les gens ont dans leur tête, vous ne savez pas comment les gens se sentent à l'intérieur d'eux, vous ne savez pas leur parcours de vie. Et quand bien même vous connaîtriez leur parcours de vie, vous ne savez pas comment eux ils l'ont interprété, comment eux ils l'ont ressenti. Vous pouvez lire tous les bouquins sur la Terre qui existent pour décrire la couleur rouge. Si vous n'avez jamais vu la couleur rouge avec vos yeux, vous ne saurez jamais quelle sensation ça fait, quelle impression ça fait de voir la couleur rouge. C'est pareil avec les odeurs, c'est pareil avec tout en fait. Si vous n'avez pas expérimenté quelque chose, vous ne savez pas exactement ce que c'est. La théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Donc c'est pareil avec les sentiments, les émotions des gens, vous ne savez pas exactement comment ils se sentent. Vous pouvez essayer de vous mettre à leur place. Et ça c'est quelque chose de très important, mais ne présumez rien. Voilà, maintenant si vous voulez en apprendre plus sur la vie, sur la santé, pour vous sortir peut-être de galères dans laquelle vous êtes, si vous voulez tout simplement continuer à évoluer, vous planter pour mieux pousser, et c'est pour ça que je vous appelle les jeunes pousses, mes jeunes pousses préférés. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, cliquez sur le rectangle rouge en dessous de cette vidéo, partagez-la, mettez un pouce en l'air et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Et si vous avez des problèmes particuliers à l'heure actuelle, ne vous inquiétez pas, c'est sous couvert d'un pseudo, donc je ne saurai jamais exactement qui vous êtes, mais moi ça m'aide beaucoup de savoir comment je peux faire du contenu pour vous aider. Donc n'hésitez pas à faire tout ça, enfin vraiment faites-le, ça m'aide beaucoup. Je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez soin de vous, mangez et vivez en conscience. On se dit à la prochaine, c'était Alex. Et ciao, voilà.